Alors, bonjour, puis bienvenue dans cette vidéo qui va vous donner des cues sur comment faire l'analyse des données qu'on a pris au laboratoire. Donc, j'ai deux fichiers qui sont ouverts présentement. Le fichier capson contenant mes données expérimentales. Là, ici, moi, je me suis pris des notes. Là, vous voyez dans le bas du fichier ici, là, donc ma distancielle, mon log, ben, ainsi de suite. Puis l'autre document dont vous allez avoir besoin, c'est la feuille Excel. Ok, donc, je ne sais plus si vous aviez un L ici que moi j'avais marqué, là, mais il n'est pas nécessaire. Ça va être en fait une donnée qui va dépendre de de votre montage à vous, très spécifiquement. Donc, attendez un peu, je vais on va me voir un petit peu mieux. Donc, nous, ce qu'on va vouloir, ici, les angles, on va mesurer les angles expérimentalement, puis on va calculer les Y à partir des mesures d'angle qu'on va faire. Ok, donc, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Ok. Euh, J'en profite pour vous montrer des petits trucs que je ne vous ai pas montré nécessairement. Donc, la première chose qu'on va vouloir, si vous lisez le protocole, je vous explique, je vous parle d'utiliser la calculatrice pour recentrer vos données autour de zéro parce qu'on sait que le pic central doit se trouver normalement une position égale à zéro. Ok. Évidemment, ici, la position n'est pas zéro, elle est zéro au début de l'acquisition des données, puis on a balayé la figure comme ça. Vous voyez que mes données ne sont pas super belles, là, mais c'est pas bien grave. Donc, comment on va faire ça? On va noter la position du maximum du pic central. Donc, je vous invite à utiliser l'outil multi-coordonnées. C'est celui qui est pas le plus pratique. Puisqu'on regarde, moi, mon maximum, il est, euh, je dirais, là, même si on s'entend que le maximum est pas. Le maximum est un petit peu à droite ici, c'est juste parce que j'ai pris mes données un petit peu vite. Mais bon, mettons que là, c'est le milieu de ma figure à un angle de 2.933. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux centrer autour de 2.933. Donc, je veux soustraire à chaque position angulaire 2.933. Donc, une façon simple de faire ça, si vous utilisez la calculatrice, là, ici, j'ai déjà des valeurs qui sont indiquées. Là. On va se faire un nouveau calcul. Donc, on va s'appeler une variable, mettons, je vais l'appeler θ. OK, donc vous faites une nouvelle. Moi, je vais appeler ça θ. Pas, OK. Puis, θ, ça va être quoi? OK, mais θ, ça va être pour chaque angle, je veux soustraire le 2.933. Donc, je vais aller chercher mes données expérimentales qui sont dans un petit triangle ici. Puis, je veux qu'il aille chercher les angles. OK. À ces angles-là, je vais soustraire 2.933. OK. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, pour chaque donnée expérimentale, il va soustraire 2.933. Les unités, c'est des radians, ici. OK. Puis, on a juste à faire accept. Je suis même pas sûr qu'on a besoin de le faire. Puis, si vous remarquez ici, vous avez une nouvelle variable qui est apparue, qui s'appelle θ. OK. Donc, si je change l'angle, ici, si je change ma variable x pour exprimer l'intensité en fonction de θ, ben vous voyez, c'est la même figure, sauf qu'elle est centrée autour de zéro, comme on voulait. OK? Donc, ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller noter les angles pour les deux minimums de part et d'autre, OK, de ma figure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire apparaître l'outil multi-coordonnées. Puis, je vais trouver la position des minimums. Donc, mettons, je sais pas moi, à peu près ici, un minimum à moins 2.10 radians. Donc, à moins 2.10. Là, faites juste attention aux points, aux virgules. Mon logiciel est en anglais, fait qu'il demande des points, mais ici, un autre. Un minimum à moins 1.06. Puis évidemment, vous ferez ça de façon assez minutieuse, s'il vous plaît. Là. Je fais ça assez rapidement. Un maximum. Mettons un autre à 1.06 de l'autre côté. C'est rassurant de voir qu'on est symétrique. Puis l'autre minimum est à peu près ici. Mettons 2.08 là. OK. OK. Donc le L, moi dans mes données expérimentales, le L c'est 96 cm que j'avais utilisé. Puis je vous demande de calculer les Y. Pour ça, on a besoin du facteur R. OK? Donc, ça, moi, je l'ai évalué. OK? Moi, j'arrive avec une valeur de à peu près 1.18 fois 10 moins 2. OK? Donc, c'est le facteur que moi, j'ai déterminé de façon expérimentale, si on veut. Là. Euh, c'est ça pour l'instant. OK, donc, oui, je disais, là, à présent qu'on a terminé les angles, le facteur, comme je vous ai dit, je l'ai déterminé de façon expérimentale à 1.18.
Ça se peut que ça varie un petit peu dans le sens que c'est en fonction de mes données à moi, là, mais j'avais remarqué que quand on faisait un tour complet de la poulie, le disque se déplaçait de 80 cm. Puis si on utilise ces données-là, ça donne plus un ratio de 1.27 fois 10-2. Là. Donc je ne sais pas à quel point ça va affecter les données ou pas. Là. Mais moi j'ai pris 1.18, donc je vous invite à faire la même chose. Donc évidemment, l'angle, le lien entre l'angle et la position Y, ben, c'est comme dans n'importe quelle équation qui nous donne la définition d'un angle en radian. OK? Donc c'est quoi la définition d'un angle en radian? Mais la correspondance, c'est qu'un un déplacement linéaire, par exemple, c'est R fois un déplacement angulaire. Donc si j'ai l'angle puis le facteur R, ben, le Y est donné par R fois θ tout simplement. OK? Donc ici, ça va être égal à R fois θ. OK? Θ qui est ici. Là, il faut faire attention. Il n'y a pas mis. Oh, il y a un point de trop ici. OK. Excusez. Donc, évidemment, normalement, on fait juste copier, mais évidemment, c'est juste pour le côté technique, ça donne n'importe quoi. OK, pourquoi? Mais c'est parce qu'il a incrémenté les deux cases, si vous remarquez. Donc, H10 a 10, H11 a 11, H12 a 12. Moi, je veux tout le temps que ce soit H10 ici, cette case-là. OK? Donc, ça, vous réussissez à faire ça en mettant un signe de pièce ici. OK? Entre le H puis le 10. Puis là, quand vous allez recopier, ça va conserver la case H10. Ça va incrémenter l'autre. OK? Donc, position du max, dans ce type d'analyse-là qu'on fait, on n'a pas besoin. La pente ici, ben là, on fait un graphique de Y en fonction de l'ordre M. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les M. Ensuite, je tiens le bouton CTRL en fond C. Je sélectionne les Y. Je fais insertion d'un nuage de points. OK. Donc, ça, c'est mon graphique pour ma partie 1. OK. Donc, on voit bien la courbe ici. Là. On peut faire ajouter une courbe de tendance linéaire. Puis si on fait afficher l'équation, oups, OK. Donc, on voit, ça trace une belle droite là, quand même. OK. Qui passe essentiellement par 0. OK. Donc, la pente ici est égale à. Là, en anglais, c'est slope. En français, c'est pente. Donc, moi, ça me demande les Y. Puis de mettre les X ensuite, séparés par une virgule. Donc, mes Y sont ici, virgule. Mes X sont ici. On veut un graphique des Y en fonction de l'ordre M. OK. Puis, comment on trouve la valeur de A à partir de la pente? Je vous en avais. Donc, ça, c'est mon graphique, partie 1. OK. Donc, je vous invite à faire ça, OK, là, de me remettre quelque chose qui peut ressembler pas mal à ça. Donc, comment on trouve A à partir de la pente? Ben, si on retourne à l'équation de la diffraction, on avait A sin de θ est égal à M lambda. Donc, A fois Y sur L est égal à M lambda. Nous, ce qu'on a fait, c'est un graphique de Y en fonction de M. Donc, Y en fonction de M. Qu'est-ce qui reste entre les deux? Ben, j'ai un lambda, je multiplie par un L, puis je divise par A. OK? Donc, ça, c'est une équation de la forme Y est égale à mx plus b, puis la pente est ici. OK? Donc, ma pente est égale à lambda L sur A. Donc, A est égal à quoi? Lambda L divisé par la pente. Donc, je vais retourner dans Excel. On dit la pente est égale, pardon, A est égal à lambda fois L divisé par la pente. OK? Qui me donne 4 fois 10 moins 5. En fait, j'ai triché un petit peu ici. Pour trouver le 1.18, j'ai fait le contraire. Donc, je suis parti de la valeur de 4 fois 10 moins 5 pour trouver le facteur R. OK? Donc, je l'avais fait d'une autre façon où je trouvais 1.27. Là. OK? Juste pour vérifier. Ça me donne 3.7 fois 10 moins 5. Si j'utilise 1.27 que j'ai déterminé différemment, vous voyez que la largeur expérimentale elle tombe à 3.7 au lieu de 4 fois 10 moins 5. Je suis pas convaincu que c'est pas une bonne valeur. Ça. Dans le sens que le 1.27 est peut-être meilleur que le 1.18. Là, j'ai vraiment triché, autrement dit, pour trouver le 1.18, mais je vais conserver le 1.18 dans mon analyse. OK? Le pourcentage d'écart entre les deux valeurs, ben, c'est toujours bon, en fait, c'est un peu niaiseux parce que là, il y a 0 de pourcentage d'écart. C'est toujours la valeur absolue de la différence entre celle-là puis celle-là, divisé par la valeur
par une des deux. OK? Donc, il n'y a pas de valeur. Ben, ça, c'est la valeur théorique. Donc, on va diviser par la valeur théorique. OK? Multiplié par 100. Excusez. OK. Donc, j'ai 0,05% d'écart entre les deux valeurs. Là, donc, c'est essentiellement pareil. OK? Donc, si je regarde, ça, c'est pour l'analyse pour la partie 1. OK? Pour la partie 2, on vous demande de noter la position des maximums d'interférence pour votre essai 2. Donc, je vais retourner dans mes données Pasco. Mon expérience, mes données pour la partie 2 sont ici. Donc, je vais faire la même chose. La première chose que je vais vouloir faire, c'est venir compenser, OK, pour mes positions. Donc, je vais premièrement déterminer la position du maximum central qui est ici, OK, à un angle de essentiellement 1,58 rad, OK. Donc, mon maximum est à 1,58, mon maximum central. Donc, ici, je vais faire une nouvelle variable que je vais appeler θ2, OK, moi, dans mon exemple. Oups, excusez, θ2 va être égal à quoi? Mais θ2 va être égal à même chose. Donc, je vais prendre l'angle, OK. Puis, je vais soustraire la position du pic central qu'on a dit qui était à 1,58 rad. OK. C'est d rad. Puis ici, je vais faire afficher en fonction de... excusez. Donc, enlever la calculatrice. Puis, je vais faire afficher θ2. OK. Donc, on remarque, ma figure est maintenant centrée autour de 0. Même chose que je voulais. Donc, on vous demande de noter la position de 5 ou 6 maximum de part et d'autre. OK. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, jusqu'ici, essentiellement. Donc, la position du maximum serait de moins 0,93. OK. En tout cas, moins 0,93. Donc, moins 0,93. Comme ça, on va noter la position de chacune. Bon, je vais le faire, là. Je vais le faire, je vous reviens. Puis le dernier, 0,93. Donc, même chose, le facteur R, je vais conserver le même facteur que j'avais à la partie précédente. Puis Y va toujours être égal à mon facteur multiplié par mon angle. Faut juste pas que j'oublie que je veux conserver la case H18. Puis après ça, je peux recopier. OK. Donc, ensuite, ici, la longueur d'onde. Donc, j'avais un montage avec un laser vert à 515 nanomètres, puis le même L de 96 cm. Donc, c'est 515 nanomètres, 5.15 moins 7 mètres. Puis le banc faisait 96 cm de long. La pente, même chose. Égale slope. On choisit les Y. On choisit ensuite les X. Comment on détermine D à partir de la pente? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le même type d'analyse qu'on avait ici. Donc, pour les maximums, dans l'interférence, les maximums sont donnés par D sin θ est égal à M lambda. Okay? Donc, j'ai D fois Y sur L est égal à M lambda. Y est donc égal à quoi? Lambda fois L sur D fois M. Donc, j'isole, dans le fond, j'isole Y, mais je regroupe mes termes parce que c'est un graphique de Y en fonction de X. Donc, la pente est ici, encore une fois. Donc, si ma pente est égale à lambda L sur D, de la même façon, D est égal à lambda L sur la pente. Donc, je vais retourner dans mon Excel. D est donc égal à lambda fois L divisé par la pente. Okay. Puis la valeur du fournisseur est 2,5 fois 10 moins 4. Donc, vous remarquez, c'est quand même pas si pire. Okay. Donc, la même chose ici, je vais juste faire mon graphique. Donc, je tiens le bouton enfoncé, je choisis mes X, je choisis mes Y et j'insère un nuage de points. Okay. Donc, ça, c'est mon graphique pour ma partie 2. Donc, je demande juste là, de faire ça. OK. Comme ça. On va ajouter une courbe de tendance. Vous voyez là, la courbe de tendance, c'est... On va mettre l'air carré, puis mettre là.
Donc le facteur de corrélation est quand même très bon là. OK. Donc ici, pardon, voyons, j'aurais pu faire afficher le R carré est égal à 1. Donc ici, bon, ça se passe de commentaire. Si j'avais pris 1.27 encore, je suis juste curieux là. Vous voyez, je le fais en même temps avec vous là. T'sais, avec le 1.27 là, je suis pile poil dessus ici. Donc, moi j'ai l'impression que le bon facteur serait 1.27 ici. Donc, je me donnerai même pas la peine. Donc, j'ai 7% d'écart ici. Et ici, donc c'est les valeurs absolues. Donc, la différence en valeur absolue entre cette quantité-là et la quantité ici, divisé par la valeur théorique qui est la valeur donnée par le fournisseur. J'ai oublié de multiplier par 100. OK. Donc, j'ai 0,3% d'écart entre la valeur affichée et la valeur mesurée expérimentalement. Donc, c'est quand même bon ici aussi. Donc, vous avez compris, là, je vais vous laisser faire la troisième partie par vous-même. Je ne vais pas faire l'ensemble de la solution, mais vous remarquerez, la partie 3, ça ressemble beaucoup à la partie 2. Je demanderai juste de faire le petit graphique ici là, pour la partie 3 ensuite. Donc, même chose, vous notez les angles, vous faites la même façon qu'on vient de le faire ensemble. Je vais vous demander de noter les angles. Euh, Puis de calculer les Y à partir des angles qu'on mesure. Utiliser le facteur R de 1.27 fois 10-2. OK. Terminer les positions maximum, on n'a pas besoin quand on fait ça comme ça. Donc, terminer pente, terminer lambda, puis le pourcentage d'écart entre la valeur que vous avez observée. Mais maintenant, la seule différence, c'est qu'on cherche à déterminer la longueur d'onde du laser. Donc, quand on va isoler, la pente va toujours être égale à lambda L fois D, mais maintenant, nous, on va vouloir lambda. Donc, lambda va être égal à quoi? À la pente multiplié par D divisé par L. OK. Donc, c'est la seule différence pour la partie 3 ici. OK. Dernière chose, pour la partie 4, on vous demande de calculer l'intensité à Y égale à 5 cm. Donc, je vais aller voir dans ma partie 3. Là, évidemment, le problème que je viens de penser, c'est que le 5 cm correspond à quel angle? OK. Donc, si Y est égal à R fois l'angle, donc R va être égal à Y divisé par, excusez, θ va être égal à Y divisé par R. Donc, je vais prendre 0.05 cm, 0.5 cm divisé par le R qui est 1.27 fois 10-2. Ça me donne à quel angle je veux les donner. Donc, ici, ce que je vais faire dans la partie 3, là, rapidement, mon maximum central est ici. OK. À 1.978. Donc, je vais faire calculatrice, un nouveau calcul, θ3 égale à l'angle moins mon maximum 1.978 en rad. Je fais disparaître la calculatrice, j'exprime ça en fonction de θ3. OK, puis mon Y correspond, le θ va correspondre à euh, excusez, je viens de le dire, à θ va être Y divisé par R. Donc, Y divisé par R qui est ici. Okay. Donc, il y a un angle de 0,394. Okay. Donc, je vais aller voir ici, prendre l'outil multi-coordonnées, déplacer à un angle de 0,394 ou le plus proche possible, 0,4. Okay. Bon. Vous voyez, l'intensité varie vite. Ici, le résultat ne sera pas super précis. Premièrement, j'aimerais savoir un plus de précision euh, pour la coordonnée, euh, le nombre de décimales. OK. Pourquoi il ne m'en donne pas plus en Y? Ah, c'est parce qu'il interpole entre deux points, je pense. OK.
Euh, Oh, là, vous voyez un petit problème que j'ai. Il ne veut pas m'afficher à plus que ça de décimales. Bon, ok. Je l'avais pourtant en classe, j'étais capable de le faire. Ah, vertical, ici. Donc, on va afficher à 4 coordonnées. Ok. Pas même grave, là. Ok. Donc, 0.094. Euh, Voyons, là. Ok. Donc, j'ai 0.5511 d'intensité. Ok. Donc, l'intensité à cette position-là, 0. On a dit 5511. L'intensité au centre. Donc, l'intensité au centre de ma figure est ici. Vous voyez que mes résultats sont pas super beaux, là. Ok, l'intensité au centre est la même que l'intensité des deux côtés. Ok, donc, c'est 0.6629. Non, c'est plus que ça. C'est 0.7488. Je sais pas pourquoi, là. Faut remarquer, c'est ici. 0.7488. Ok, 0.7488. Donc, mon ratio d'intensité expérimentale est donné tout simplement par euh, l'intensité divisée par l'intensité maximale. OK. Maintenant, ici, on va juste à remplacer les valeurs. Donc, le L, c'est le L que j'ai mesuré. Le L qui est ici, qui était de, dans mon exemple, 96 cm. OK. Le A, celui-là, on ne l'a pas déterminé expérimentalement. En théorie, c'est supposé être 0.04 mm, donc 0.04 E-3. Le D, c'est la distance que j'ai déterminée expérimentalement. Moi, dans mon exemple, 2.49, c'est essentiellement la même que la valeur expérimentale. Puis le lambda, c'est le lambda que je vais avoir déterminé ici, là. OK. Moi, je vais prendre 650 nanomètres pour l'exercice. OK. Oups, c'est que je suis rendu. Excusez. Égal. Puis je vais ensuite calculer θ, calculer phi, là, vous vous souvenez. Donc là, en fait, on se souvient, pour déterminer les angles θ et phi, l'angle phi est relié à la diffraction, l'angle phi est relié à l'interférence. OK? Donc on sait que phi sur 2pi est égal à delta sur lambda, puis que delta est égal à d fois sin θ. Donc phi va être égal à 2pi fois d fois y sur lambda fois l. De la même façon, l'angle alpha va être relié à la diffraction, de telle façon que alpha sur 2pi est égal à delta sur lambda, delta est égal à a fois sin θ sur lambda. Donc alpha est égal à 2pi fois a sin θ sur lambda, ou encore 2pi fois a fois y sur lambda fois l. Donc vous avez la recette pour calculer θ, la recette, phi, la recette pour calculer alpha, puis ensuite vous avez la recette pour calculer l'intensité. Donc on sait que l'intensité c'est I0 ou Imax fois le cos carré de phi sur 2 fois le sin carré de alpha sur 2 divisé par alpha sur 2 au carré. Donc, faites juste attention quand vous pitonnez ça dans Excel, évidemment. Là, donc, vous déterminez phi, vous déterminez alpha, vous calculez l'angle ici de façon théorique. C'est quand ça devrait être en jaune, là, excusez. Là, ok. Puis vous devriez être en mesure de comparer les deux. Je ne m'attends pas à ce que ça se ressemble vraiment. Là, ok, il y a trop de variables pour que ça se ressemble, mais en théorie, ça devrait être relativement similaire. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, donc, je vous demanderai de compléter là, bien comme il faut, de faire la troisième partie par vous-même. Je vous ai laissé un petit peu de travail, de me faire les trois graphiques, de faire le calcul d'intensité. Une fois que tout ça est fait, vous enregistrez ce fichier-là, puis vous me le remettez dans la boîte de remise. OK? Pour le document Capstone, euh, moi je vous demanderais, le rendu là, euh, j'ai ramené mes trois figures autour de zéro. Je vous demanderais de prendre ces trois captures d'écran là. Donc une capture d'écran ici,
Là, je sais que vous avez peut-être déjà éteint une vidéo puis vous n'êtes plus là. Une deuxième capture d'écran ici. Une troisième capture d'écran ici. Donc, les trois être apparus dans votre. Moi, j'en avais pris plusieurs. Ok, j'en avais pris d'autres. Les trois vont être apparus dans votre journal de bord, ici, puis là. C'est ça que je vous demanderais de m'envoyer. Donc, moi, ces deux-là, c'est deux vieilles captures d'écran que j'avais pris, euh, qui sont plus bonnes. Donc, trois captures d'écran. Vous enregistrez le document. Vous déposez ça aussi dans la boîte de remise sur Moodle. OK, donc je vous envoie un message avec tout ça. S'il y a de quoi, je vous invite à venir me poser des questions. Si vous avez des problèmes avec Excel ou avec Capstone, venez me poser des questions dans les périodes de disponibilité du cours. OK, donc là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée.